comment la hiérarchie détruit le travail. Et son constat à Framont, c'est de dire que dans le travail, il y a pas une gestion de travail qui est la même partout. Il y a différents types de chefs, il y a différents niveaux de nocivité, entre guillemets, pour comprendre la hiérarchie. La première question, c'est comment on devient chef? Qu'est-ce qui fait que telle personne est chef et pas l'autre? De l'Antiquité jusqu'au féodalisme, en général, la question, elle n'est pas très compliquée. C'était papa ou maman qui avait les droits et j'ai les droits parce que, par naissance, quoi. Par contre, un peu plus tard, la question est un peu différente. Et donc, il rentre dans une analyse de que sont les chefs. Suite à ça, il décrit donc ce qu'il appelle les paradoxes du pouvoir bourgeois. C'est que avec la révolution, c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir et plus l'aristocratie. Donc on passe d'un truc où on dit c'est le droit de naissance qui fait que je suis chef de telle ou telle manière, à mon travail, mon mérite, mon implication fait que je suis chef. Et donc les paradoxes du pouvoir bourgeois, c'est de dire qu'on va justifier le fait de notre position sociale par le fait qu'on travaille, quoi. C'est quelque chose qu'on entend encore, c'est la prise de risque financière. Et donc là-dessus, il dit « Et pourtant, ça fait bien longtemps que ce n'est plus le travail qui détermine l'accès à des positions de pouvoir dans l'économie capitaliste. C'est la possession de capitaux qui permet de diriger le travail des autres. Le savoir-faire, l'expérience ou l'effort ne jouent qu'un rôle très secondaire. Comme j'ai eu l'occasion de le montrer dans Parasite, parmi les 100 premières fortunes professionnelles de France, entre parenthèses détenteurs d'un ou plusieurs grands groupes et entreprises, en 2022, 60 proviennent d'un héritage direct. Le bénéficiaire de la fortune l'est grâce à son père, son grand-père ou son arrière-grand-père qui lui ont transmis l'entreprise. Les 40 autres ont monté l'entreprise qui les a rendus riches, mais ils ne sont pas pour autant partis de rien. Ils sont enfants de patrons, de hauts fonctionnaires, d'ingénieurs, de professions libérales. En outre, le magazine britannique The Financial Times a publié en 2021 une étude démontrant que 80% de la richesse des milliardaires français était due à l'héritage. Cela classe notre pays premier dans le classement des riches, eux-mêmes fils de riches, puisque c'est chez nous que la proportion de la fortune des milliardaires qui est héritée est la plus haute. Et la bourgeoisie, c'est des gens qui héritent, mais il y a quand même vraiment énormément d'efforts qui est investi dans faire croire qu'on travaille, quoi. À l'inverse, dans les PME, on va avoir des choses où les gens sont au contact plus proche des employés. Il y a moins de place à cette espèce de création de récit parce qu'en fait, quand vous bossez dans un restaurant par exemple, le patron, vous le voyez tous les jours et vous voyez ce qu'il fait pas, vous voyez qui fait quoi dans l'entreprise, quoi. Mais dans tous les cas, il reste un problème qui est il n'y a pas de partage de gouvernance là-dedans, quoi. C'est-à-dire que les employés, ils n'ont pas le choix de comment s'organise le travail, qu'il appelle effectivement les paradoxes du pouvoir bourgeois. Parce qu'il y a à la fois ce récit de on travaille très fort et la réalité des faits qui est plus de on a hérité très fort, quoi. Et donc il y a un autre phénomène qui décrit qui est l'essor du chef bureaucratique ou la promotion de l'incompétence. En 1969, Lawrence J. Peter et Raymond Hull, c'est des chercheurs canadiens qui publient un livre dans lequel ils développent ce qu'ils appellent le principe de Peter. Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Et c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes dans une entreprise, on va dire qu'il y a une hiérarchie qui va de 0 à 100. Au niveau 0, entre guillemets, vous faites très bien votre boulot, etc. Et ben on va vous promouvoir. Au niveau 1, vous faites très bien votre boulot, on va vous promouvoir, etc. etc. Et puis arrive un moment où vous faites pas très bien votre boulot parce que on est arrivé dans quelque chose qui est complètement différent. Si on prend un exemple d'une usine, passer de ouvrier à chef d'équipe, à cadre dirigeant, à marketing ou je ne sais quoi au-dessus, c'est des métiers qui sont complètement différents. Ça n'a rien à voir c'est pas parce que vous êtes un bon ouvrier que vous allez être un bon chef d'équipe. C'est pas parce que vous êtes un bon chef d'équipe que vous allez être un bon ingénieur. Et inversement d'ailleurs. Le problème, c'est que on va mettre tous les gens à des postes qu'ils savent pas faire. On va les faire monter jusqu'à ce qu'ils arrivent à des postes qu'ils savent pas faire. Le problème, c'est que au-delà de ça, là, on parle du privé. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que dans le public, il y a encore un autre niveau. C'est qu'au lieu de faire promouvoir des gens, on a des gens qui sortent je sais pas moi, de l'ENA, d'écoles de commerce et de ces écoles de management, etc. Qui se retrouvent directement en position de pouvoir, sans pour autant que leur capacité soit quelconque. C'est-à-dire que les gens qui font les énarques,
enfin en tout cas l'image qu'on ressort assez souvent quand quelqu'un décrit la formation, c'est qu'il faut juste donner une apparence de maîtrise de n'importe quel sujet, quoi. Le système français fait mentir le principe de Peter. En France, on ne s'élève pas progressivement d'un échelon à l'autre jusqu'à ce qu'on atteigne son niveau d'incompétence. Les chefs de la haute administration sont directement propulsés à leur niveau d'incompétence. Mais personne n'a la possibilité de leur dire ou de les sanctionner pour ça. Prenons Bruno Le Maire. Il est ministre des Finances depuis 2017. Son parcours est très semblable à celui de n'importe quel ministre, secrétaire d'État ou directeur d'entreprise publique. Il est né dans un milieu aisé, puis a suivi des formations universitaires très généralistes, lettres puis allemand, avant d'intégrer l'ENA. Ses études durent jusqu'à ses 27 ans, où il devient conseiller ministériel, puis directeur de cabinet, membre du parti de droite UMP. Il est nommé ministre de l'Agriculture du gouvernement Fillon en 2007. Dans la foulée, il est élu député. C'est une tradition en vigueur depuis Nicolas Sarkozy. Tout ministre doit se faire élire député pour conserver son poste, au cas où on douterait de sa légitimité à gérer les affaires des citoyens-citoyennes. Dans le cas de Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, la question se pose en effet. Ayant vécu à Paris toute sa vie et n'ayant pas les compétences spécifiques aux questions agricoles, on aurait pu questionner sa légitimité à occuper ce poste. Mais sa nomination est tout à fait conforme à une tradition bureaucratique ancestrale. Ce n'est pas la maîtrise des compétences de vos subalternes qui compte, mais au contraire votre capacité à vous en détacher le plus possible pour prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. Elle et eux ont les mains dans le cambouis, vous avez la tête dans le ciel des idées. En France, notamment, il y a cette idée de la haute administration, qui est genre volontairement déconnectée des sujets. Et il y a ce truc de, ces gens-là sont au-delà des préoccupations basiques des gens qui vivent de ça. Alors forcément, ils ont une vision au-dessus de la mêlée, etc., quoi. Donc il y a vraiment une volonté de déconnecter, d'objectivation, c'est-à-dire que on revient souvent à ces trucs-là, mais c'est-à-dire qu'on va essayer de parler de nombres, de pas parler de choses concrètes, c'est-à-dire qu'on va compter, j'en sais rien moi, on va compter le pourcentage de chômeurs, etc. Mais en réalité, on va pas parler réellement du chômage, on va parler des chômeurs de catégorie A, on va faire sauter les B et C, on va bidouiller pour que les nombres ils aient bonne allure. Plus on déshumanise le sujet et plus on a l'air pertinent et objectif et on s'attache pas à des affects. On fait pas de la politique avec des bons sentiments, quoi. C'est genre il faut gérer, il faut être gestionnaire, quoi. Au final, ce qui relève lui, c'est que la compétence, c'est très subjectif au final. En réalité, Bruno Le Maire, est-ce qu'il est vraiment incompétent? Est-ce qu'en réalité, lui, il n'a pas été mis en position pour faire une politique de lutte des classes, mais dans l'autre sens, pour les riches, d'exonération d'impôts, de financement de sociétés, etc. Et en fait, si on le voit dans ce sens-là, il est pas mauvais, il est même plutôt bon au final, le con, quoi. Il se débrouille bien pour vider des caisses publiques et financer des caisses privées. La compétence ou l'incompétence, la question se pose de savoir selon quels critères, quoi, et pour qui. Ainsi, tout chef incompétent ne l'est qu'aux yeux de ses subalternes. Pour ses supérieurs, le chef incompétent décrit par Peter et Hull a toujours une utilité, à commencer par celle de maintenir la hiérarchie en place. Ce qui compte, ce n'est pas son efficacité absolue, mais sa loyauté. Si cela passe par le fait de s'entourer de gens pas très futés, qu'importe. Car le système actuel de domination, capitaliste et étatique, nécessite que les subalternes soient bornés à quelques tâches spécifiques. Il ne faut pas qu'elles se mettent à vouloir se mêler de l'organisation générale de leur travail, du budget de l'entreprise ou de l'administration. Des grands choix stratégiques. Les chefs servent à leur rappeler cette réalité, et pour y parvenir, il faut qu'ils se par leurs supérieurs des atouts de la compétence. Si votre chef, vous dites qu'il fait mal son taf et qu'il met des bâtons dans les roues d'une équipe qui est potentiellement envie de faire mieux, etc., en réalité, il fait un peu bien son taf parce que l'enjeu, c'est que vous restiez soumis à ce principe hiérarchique, que vous sachiez que la limite de ce dont vous avez le droit de vous préoccuper, elle est à un certain niveau, et après, c'est plus votre sujet, c'est le niveau de votre chef, c'est le niveau du chef du dessus, etc., quoi. On retrouve un peu le principe du taylorisme, de dire on divise les tâches en des choses très très simples et séparées,
Et même à un niveau moins linéaire et temporel, on divise les tâches. C'est-à-dire qu'il y a les exécutants et il y a les gens qui prennent des décisions. Et en général, les gens qui prennent des décisions, ils n'ont jamais mis les mains dans qu'est-ce que c'est que mettre en place les choses, de produire les produits, etc. quoi. De là, il parle de ce qu'il appelle le mythe des grosses responsabilités. Le chef, il est bien payé, il a une haute position sociale parce que, bah, tu comprends, il a des grosses responsabilités. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va mal, c'est sa faute, quoi. C'est quelque chose qu'on voit bien dans la politique aussi. Quand Macron a fait son truc par rapport aux gilets jaunes et qui nous a dit s'ils ont un problème, ils savent qui est le responsable, je suis là et qu'ils viennent me chercher. Il y a ce côté de oui, j'assume, je prends des risques, etc. Alors qu'en réalité, bah, il assume que dalle, quoi. Il est pas allé se foutre devant les gilets jaunes et expliquer sa politique, quoi. Il a préparé un hélico dans le jardin de l'Elysée parce que bah, ça se trouve, il allait falloir l'exfiltrer et peut-être que voilà, quoi. Donc il y a un discours de j'assume, je prends des risques, je prends des responsabilités, mais dans les faits, bah non, il y a pas de responsabilité ou de risque, quoi. Ce qu'il dit notamment, c'est qu'il y a déjà une différence entre le cas des petits patrons et petites patronnes qui, eux, ont des responsabilités, parce qu'au final, c'est même pas le plus souvent, mais ça arrive que sur une petite entreprise familiale, entre guillemets, la personne qui est propriétaire de l'entreprise, bah, elle se soit endettée pour avoir un local, pour avoir du matériel, pour financer le début de l'entreprise. Et donc, il y a effectivement une prise de risque. C'est-à-dire que si l'entreprise se casse la gueule, on se retrouve avec quelqu'un, bah, je sais pas, qui a hypothéqué sa maison et qui se retrouve à la perdre, quoi. Mais même ça, en fait, c'est pas la majorité des cas, quoi. Déjà, même pour les gens qui sont patrons de PME, il n'y a pas tant de prise de risque que ça et de responsabilités incroyables. Ça arrive, mais c'est pas le cas le plus courant, quoi. Ce que je disais, ouais, dans les entreprises, la plupart du temps, le N+1, il n'a pas vraiment de responsabilité. Et du coup, là-dessus, Framont, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il y a vraiment, genre, c'est assez choquant de voir le peu de lien entre bah, les performances et la rémunération, en fait. Au contraire, il est frappant de voir qu'il n'y a pas de lien flagrant entre les performances d'une grande entreprise et le niveau de rémunération de son PDG. Prenons Carlos Tavares, le PDG du groupe Stellantis, anciennement PSA Peugeot Citroën. Elle s'élevait environ à 100 000 euros par jour en 2023. Une fois qu'on s'est remis du choc que provoque l'annonce d'une somme aussi délirante, on se questionne qu'a-t-il fait de si grandiose pour mériter un tel niveau de revenu. Selon le journaliste économique de Mediapart Romaric Godin, c'est principalement une récompense pour avoir organisé la rémunération des actionnaires du groupe. Il n'a donc rien de contradictoire avec les suppressions de postes que le groupe a orchestrées ces dernières années. Mais par conséquent, sa rémunération n'a rien à voir avec la performance et la viabilité à long terme de l'outil productif. D'ailleurs, les bons résultats de Stellantis sont loin d'être dus intégralement à l'action du PDG. Carlos Tavares peut se targuer d'avoir augmenté en 2023 le bénéfice de 11% à près de 18,6 milliards d'euros, concède Romaric Godin. Mais lui attribuer l'intégralité du mérite de cette hausse serait oublier les conditions dans lesquelles les entreprises qui ont formé Stellantis ont toutes bénéficié au cours de la décennie passée du sauvetage des États. Ce serait aussi oublier les aides massives du secteur public à la production engagée depuis la crise sanitaire pour sauvegarder la rentabilité de ce groupe. Et ce serait enfin oublier combien les États ont soutenu en 2020 les revenus des ménages pour permettre d'assurer le maintien de la consommation. Le patronat français est coutumier de cette narration qui constitue à s'attribuer tous les mérites de performances financières largement liées à l'action de l'État, via son soutien au pouvoir de vivre. En parenthèse, l'État octroie de 10 ans une prime d'activité pour compenser la faiblesse des bas salaires. Et ses subventions au secteur privé, entre parenthèses, en 2023, nous avons franchi la barre des 200 milliards d'euros de subventions, exonérations et cotisations et crédits d'impôts pour le privé, cadeaux sans contrepartie du contribuable. Quand bien la performance financière de Stellantis diminuerait, Tavares n'aurait pas à assumer grand-chose. C'est quelque chose qui me fascine dans la vie de la grande bourgeoisie. Lorsqu'il contribue à une évolution positive, tout le mérite est attribué à ses membres, même quand ils n'y sont pas pour grand-chose. En revanche, il ne paie que très rarement leurs échecs. C'est valable dans le monde politique comme dans le monde économique. Parfois les deux en même temps. Et donc là, il part sur Thierry Breton, où il dit « Thierry Breton est commissaire européen au marché intérieur, entre parenthèses la commission qui promeut la compétitivité de l'économie européenne, depuis 2019.
Récompense d'années de travail acharné et de grosses responsabilités au service de la France et de plusieurs grandes entreprises. Disons-le tout net, le bilan de M. Breton est catastrophique. S'il avait dû assumer ses responsabilités, il serait probablement aujourd'hui démis de ses fonctions avec l'interdiction d'exercer, ou mieux, en prison pour haute trahison et condamné à rembourser à l'État les sommes colossales qu'il a coûtées aux contribuables. Voyez par vous-même, ingénieur de formation, ancien élève de l'école alsacienne, entre parenthèses, où grandissent tous les rejetons de la grande bourgeoisie parisienne. Il dirige dès le début de sa carrière plusieurs grandes entreprises, dont Thomson à la fin des années 90. Avec le soutien financier de l'État, il tente de redresser l'entreprise, mais s'obstine à racheter des filiales tout en laissant tomber l'activité phare et montante de l'entreprise, la production de téléviseurs en France. Ce choix calamiteux, contraire au progrès technologique que faisait Thomson au même moment, amène l'entreprise au bord du gouffre au début des années 2000 et conduit à de nombreux licenciements. Mais entre-temps, Thierry Breton est parti diriger France Télécom où il obtient un salaire 2,3 fois supérieur à celui de son prédécesseur. Sans doute la récompense de ses performances légendaires à la tête de Thomson. À France Télécom, il lance le plan de réduction de la masse salariale qui, repris par son successeur Didier Lombard, sera qualifié par la justice 20 ans plus tard de harcèlement moral institutionnalisé. Mais il n'en subira aucune conséquence puisqu'il est nommé en 2005 ministre des Finances. Sa principale contribution à l'histoire économique et sociale de notre pays est la privatisation des autoroutes. Sans doute la plus grosse arnaque jamais réalisée contre les contribuables et usagers françaises et français. Cette opération a considérablement enrichi les actionnaires ayant bénéficié des concessions autoritaires. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Du point de vue de l'intérêt de la majorité de ses administrés et du budget de l'État, dont il était responsable, c'est une défaite absolue. Mais qu'importe, en 2008, il devient PDG d'un grand groupe du secteur du numérique, Atos. Ses multiples acquisitions émeuvent la presse financière qui trouve que ce patron a décidément du génie et il est élu stratège de l'année par le journal Les Échos. En 2019, reconnaissance légitime de ses précieux services pour le capitalisme européen, il est nommé commissaire européen. La chute n'en finit pas, nous racontait France Info en février 2024. Le géant informatique français Atos est embourbé dans une crise financière qui a fait plonger son cours de bourse à des niveaux historiquement bas et accéléré la valse de ses dirigeants. Le titre du groupe a lâché près de 25% à la bourse de Paris. Comment expliquer une telle chute? Les regards se tournent vers Thierry Breton et sa gestion du groupe pendant près de 10 ans. Non seulement il a considérablement endetté l'entreprise avec sa politique d'acquisition compulsive, que toute la presse encensait à l'époque, mais il n'a pas fait prendre l'entreprise les virages technologiques nécessaires à sa survie, comme pour Thomson. Désormais, Atos risque le rachat par un groupe américain et son démantèlement. Qui en paiera les prix? Qui en assume les conséquences? Certainement pas Thierry Breton, le commissaire européen, désormais responsable de l'ensemble de l'économie de l'Union, ne sera pas licencié. Contrairement aux salariés des filiales Thomson ou celles d'Atos, aucun des échecs de Breton ne l'a empêché de gravir les échelons. Rien ne semble pouvoir atteindre sa réputation. Comme Bernard Tapie en son temps, que toute la presse qualifiait d'entrepreneur de génie, alors qu'il n'avait fait qu'organiser des faillites. Thierry Breton n'a rien assumé du tout. Au contraire, au moment de son départ, Breton a vendu ses titres Atos au prix fort, autour de 65 €. L'action vaut aujourd'hui 1,88 €. Il a empoché 40 millions d'euros bruts, puis a laissé l'entreprise couler de sa gestion calamiteuse. En cela, il est comme tous les grands patrons français, responsable de rien mais méritant de tout. En vrai, je trouve l'exemple de Thierry Breton, il est hallucinant parce que il y a vraiment rien qui va, quoi. Le mec, il est à la tête de Thomson, il fait de la merde, Thomson se casse la gueule, l'État réinvestit et ça marche quand même pas. Il passe au ministère, il vend les autoroutes, il va de catastrophe en catastrophe et en même temps, il est à un niveau tel on a décidé qu'il était un génie que personne ne remet jamais en question ça, quoi. Et que quand il y a un truc qui se passe pas bien, et s'il y a toujours un truc qui se passe pas bien, c'est jamais sa faute, quoi. Nicolas Framont qui continue à nous parler de responsabilité, et il dit que dans les entreprises, il y a vraiment un truc on va multiplier les strates hiérarchiques, ce qui fait que dans une entreprise, on se retrouve avec des trucs où il y a tellement de différentes qu'on se retrouve avec 10 niveaux de hiérarchie. Plus personne ne peut réellement être responsable de quoi que ce soit. L'organigramme, c'est même plus de l'organisation, c'est vraiment juste de l'échelle sociale. Vous recevez les décisions de votre chef N+1, et si vous avez envie d'en discuter, il va vous dire « Ah bah oui, mais moi je suis avec toi, mais malheureusement c'est mon chef N+1 qui a décidé, et j'ai essayé de lui dire que c'était pas une bonne idée, mais voilà. » Il y a cette coupure entre le rapport de force qu'il pourrait y avoir entre des gens qui sont pas contents des décisions qui sont prises de gestion et d'organisation de la boîte, et les gens qui prennent ces décisions, avec toute une hiérarchie de gens qui sont juste là pour faire passer le message de l'un à l'autre et que personne puisse réellement savoir ou discuter de la personne qui a pris la décision, quoi. T'as tous les gens au milieu qui sont pas responsables parce que la décision elle est prise par la personne du dessus,
Et quand on arrive tout en haut, on arrive sur des gens comme Thierry Breton, qui sont censés être des génies, et censés être des maestros de la finance, etc., etc., qui au final sont pas responsables non plus, parce qu'en fait, quand il y a un truc qui va pas, c'est le marché, c'est la concurrence, la conjecture économique est pas très favorable, enfin, il y a toujours une excuse qui n'est pas due à eux. Par contre, quand ça va bien, c'est grâce à eux. Donc là, alors d'accord, au sein de l'entreprise, ça a été fait pour noyer le poisson, entre guillemets, quoi, qu'on puisse pas reprocher aux gens leurs mauvaises décisions. Mais à l'échelle de la société, on pourrait très bien avoir des médias qui feraient le boulot, quoi, qui diraient, bon bah voilà, le patron a fait tel choix, ce qui a mené à ça, on a fermé des usines, on remet en cause sa gestion, ou je ne sais quoi, et l'État, enfin, ça se passait il y a un certain nombre d'années, quoi, où l'État arrive et dit, bah attends, tu gères mal un truc, c'est important économiquement pour les enjeux français, etc. Sauf que maintenant ça se fait plus, et notamment parce que, en fait, qui possède maintenant les titres de presse, c'est les grands patrons. Il y a ce mythe des grosses responsabilités de, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de risques, et en fait, pour les gens dans les hautes sphères de pouvoir, on n'a pas, on n'a pas réellement de risques, on n'a pas réellement d'enjeux, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si ça se casse la gueule, c'est les gens en bas de la chaîne hiérarchique qui vont se retrouver sur le carreau. C'est pas les gens qui vont prendre ces décisions, quoi. Il mène à un autre truc qu'il appelle la dramaturgie hiérarchique, qui est de dire il y a toute une mise en scène pour essayer de la même manière, justifier comment on travaille dur, comment on travaille fort, et qu'est-ce qui justifie que on est à cette position de pouvoir. Le métier de chef est fondamentalement mystérieux. Quand les bûcherons, voire plus rarement les bûcheronnes, tronçonnent des arbres, les infirmiers soignent des gens, les comptables comptent, les chefs chefs. Je suis toujours frappé quand je demande à des managers de me décrire leur métier, du caractère flou de leurs réponses. Souvent gêné, je coordonne le travail de mon équipe. J'aide mes collaboratrices à grandir, je valide des budgets, je les aide à prioriser. Vérifier, contrôler, coordonner, est-ce vraiment travailler ? De toute évidence, oui, car ces tâches peuvent prendre beaucoup de temps, mais elles ne construisent pas à proprement parler un métier, avec un ensemble de techniques et élaboration d'un produit fini. Ou bien, le produit fini en l'occurrence, c'est la non-remise en question de cette hiérarchie pyramidale qui permet de justifier les écarts de salaire et capacité d'agir au sein de l'entreprise. Ce qui signifie que leur seul travail, c'est d'exister, pas très fatigant comme métier. Performer la hiérarchie est plus difficile sous le règne de la bourgeoisie que sous celui de la noblesse ou de l'aristocratie antique. En effet, les systèmes de valeurs des sociétés esclavagistes et féodales rejettent le travail. Les dominants n'ont pas à démontrer qu'ils travaillent, au contraire. Les nobles possèdent les terres et les titres, et cela suffit. La série Downton Abbey, créée par l'écrivain britannique Julian Fellowes, documente la vie d'une famille aristocratique durant la première moitié du XXe siècle. En la regardant, on se dit que ces gens ne font rien, mais que ça leur prend un temps fou. Ils doivent performer leur rang par leur style de vie, pas par leur travail. Aussi, l'irruption d'un nouvel héritier au mode de vie bourgeois provoque un petit choc au sein de la famille, car ce nouveau cousin travaille, ce qui leur semble étrange, incongru et un poil déplacé. Mais la société bourgeoise dont il est issu ne repose pas sur la possession de titres et de terres. C'est l'accumulation de capital qui donne du pouvoir, et cette accumulation est légitimée par le travail. Et qu'importe finalement que la reproduction sociale bourgeoise, entre parenthèses, via l'héritage ou des écoles sélectives, reproduise les mêmes mécanismes que ceux de la noblesse. La bourgeoisie doit en permanence montrer que c'est elle qui trime le plus. Interrogée par les députés au sujet de l'énorme salaire qu'elle s'octroyait comme présidente de la Fédération française de tennis, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa-Castéra et figure éminente de la grande bourgeoisie parisienne, donnait cette justification étonnante. Je comprends que ça puisse paraître élevé au regard des standards de rémunération des Français, s'était-elle défendue cet automne lors de son audition. Si je rapporte ma rémunération au volume d'or que chaque semaine je m'enfourne, je ne suis pas bien payé, à savoir 500 000 € par an. Pourtant, que faisait-elle vraiment à un poste si prestigieux ? Des déjeuners, des mondanités, des signatures de dossiers, des demandes de subventions ? Personne ne pouvait véritablement le savoir, et ce n'est pas son audition à l'Assemblée nationale qui allait éclaircir ce mystère. Grands patrons et hauts fonctionnaires qui se rendent à ces grandes messes reçoivent le plus souvent les questions à l'avance et lisent des réponses rédigées par leurs subordonnés. Je le sais, ce subordonné, je l'ai été quand j'étais assistant parlementaire. Il en va de même pour des ministres lors des questions au gouvernement qui ont lieu chaque semaine.
S'ils et elles ont toujours l'air aussi calés, voire hautains, c'est parce qu'une flopée de conseillers leur a rédigé des réponses, voire des bons mots. Les présidents de la République ont même leur Sherpa, celui ou celle qui porte le lourd fardeau des recherches nécessaires à la compréhension fine des questions internationales. Maintenant qu'on est passé à un truc très bourgeois où on s'est construit par opposition à l'aristocratie, on se retrouve à dire non mais en fait nous on travaille, on est arrivé là pas parce qu'on avait de la chance, pas parce qu'on a hérité, on est arrivé là parce qu'on travaille et donc regardez comme on travaille fort et regardez comme on s'investit très fort quoi. Il parle notamment un peu plus loin de The Office. Pour lui c'est vraiment le paroxysme de ce truc là, c'est que quand on regarde The Office d'un point de vue sociologique du travail, ce qui est comique entre guillemets et à la fois un peu tragique, c'est le grossissement du trait, à quel point Michael, le chef enfin le patron du site, il en branle pas une. Il se fait chier dès qu'il sent qu'il passe pour un con. Il essaye d'inventer des séminaires, il essaye d'inventer des activités, il essaye d'inventer des trucs pour donner l'impression qu'il a très fort réfléchi à un truc, qu'il va proposer quelque chose d'incroyable, mais il brasse du vent, quoi, et de manière répétée, il montre à quel point il fait rien, quoi. Réunion, air pressé, impolitesse, trucs et astuces pour une dramaturgie hiérarchique réussie. Et donc, il fait toute une liste d'espèces de comportements qu'on retrouve très souvent chez les chefs, les cadres et les gens qui sont dans des positions un peu de pouvoir. Il y a toujours ce truc de, il faut pas douter, il faut pas se remettre en question. Quand je dis quelque chose, je le dis avec un aplomb très très fort. Quand bien même quelqu'un vient me dire que j'ai tort, il faut quand même appuyer sur dire non mais vous m'avez mal compris. Si on regarde les interventions de Macron, c'est un truc qu'on a aussi de genre même quand on a tort, on a raison quoi. Ah, on n'a pas fait assez de pédagogie, on n'a pas vraiment bien expliqué parce que si on vous avait expliqué, vous auriez compris qu'on a raison quoi. Donc dans la liste encore de ce qui de ces tips and tricks là pour pour justifier et avoir l'air important, etc. Il y a ce truc de il faut pas être poli avec vos subalternes quoi. Faut marquer la différence sociale quoi. Dans la suite de ces trucs là, il y a le fait de passer le temps à faire des réunions parce que les réunions c'est les gens importants quoi. Je veux dire, t'as toujours une réunion à droite à gauche. Tu discutes très sérieusement quand tu as une réunion, c'est que tu discutes d'un sujet, c'est que tu prends des décisions, c'est que et même dans les réunions et le fonctionnement des réunions, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a la répartition du temps de parole. Il y a quelqu'un qui va être le ou la chef orchestre un peu qui dirige les gens dans cette espèce de rituel. Il y a souvent aussi le fait de demander des comptes, de rappeler régulièrement. Faut que je sache où t'en es, il faut que tu me tiennes au courant parce que c'est important que je sache tout, que je gère tout, etc. Et tu passes un temps fou à rendre des comptes, quoi. Et encore une fois, ça te rappelle ta position, ça te rappelle que toi t'es en dessous et la personne elle est au-dessus, quoi. Et un dernier truc qui est mentionné à propos des réunions, c'est qu'il y a aussi, alors après ça dépend des chefs, mais ça arrive quand même relativement régulièrement, il y a aussi la classique humiliation publique, quoi. Il y a la classique de telle personne a mal travaillé, ah je vais lui passer une soufflante devant les autres, ça va rappeler à tout le monde qu'il faut bien travailler, qu'il faut rester dans le rang, qu'il faut rester à sa place quoi. Et puis vient son dernier tips, c'est le temps précieux quoi. C'est toujours, et ça va te faire avec le fait d'avoir des réunions toutes les 5 minutes, c'est le fait de, quand tu te déplaces quelque part, tu te déplaces en marchant vite. Enfin, quand vous voyez vos chefs dans les couloirs, en général, ils sont ah non mais attends je peux pas te parler là, faut que j'aille à une réunion, il y a machin, il y a ça, il y a toujours un truc de tu m'envoies un mail, on en reparle, on en rediscute parce que non c'est pas vous qui imposez le temps, c'est pas vous qui imposez le rythme, c'est eux et leur planning quoi. Puis il fait un petit encadré aparté où il parle du harcèlement moral, où il dit le harcèlement moral une notion qui ne résout rien. Alors, lui, de son point de vue sociologique, ça résout rien. D'un point de vue individuel, si vous traînez votre entreprise au prud'homme et vous gagnez un procès de harcèlement moral, ça peut rapporter des sous, ça peut rapporter plein de choses. C'est pas inintéressant. En revanche, d'un point de vue sociologique, ça résout rien parce qu'en fait, l'idée du harcèlement moral, c'est quand même de dire ah bah oui, mais regardez, je suis face à quelqu'un qui fait usage d'un rapport de domination,
Et ce rapport de domination, bah, il a des effets concrets sur ma santé physique, mentale, etc. Et en fait, bah, lui, ce qu'il dit, c'est que bah, de fait, en fait, c'est le principe même d'avoir un win chef. C'est que c'est son boulot de vous faire rester en place, c'est son boulot de vous faire produire plus et de générer des profits pour bah, soit l'entreprise, soit les actionnaires, soit lui ou elle directement. Donc, il y a toujours en fait ce phénomène de domination, il est toujours là et il a toujours un effet quoi. Et c'est pour ça que bah, le harcèlement moral, c'est juste un truc de dire qu'en fait, comme on va condamner des cas extrêmes, on va prétendre que dans la majorité des cas, ça n'existe pas. Donc voilà, donc suite à ça, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une typologie des chefs. Donc c'est un peu son truc en mode quel chef avez-vous Bon, d'abord, il commence par dire on a tendance à psychologiser le problème. Alors ça part dans un sens, soit de dire bah, c'est à l'employé de faire attention à sa santé, etc. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, de dire on a tendance à dire ah mais oui, mais lui c'est un pervers narcissique. Mais c'est parce que la question c'est pas de remettre en cause le fonctionnement de l'entreprise, c'est toujours de dire ah c'est telle personne qui travaille pas bien ou qui aurait pas dû être à ce poste-là, mais enfin je veux dire il y a jamais de choses à remettre en question dans le fonctionnement quoi. Et donc il fait une table à la fin hein, où il fait donc le type de hiérarchie et le type de chef. Donc, à chaque fois, il donne source de légitimité, mode opératoire et anomalie à neutraliser. Donc, il y a le chef d'équipe, le chef autoritaire, le chef bureaucratique, le chef de famille, le chef artiste et le patron de gauche. Le chef d'équipe, en fait, c'est quelqu'un qui est présenté comme légitime parce que c'est quelqu'un, par exemple, ce qu'il décrit dans la série, c'est quelqu'un qui fait le travail et qui est très fort dans le travail, qui est techniquement, bah, on justifie qu'il soit là parce que bah, il connaît le métier quoi. Il donne l'exemple, il soutient, il valorise quoi. On le respecte parce que bah, quand il s'agissait de faire le boulot pour lequel il nous donne des ordres, il savait de quoi il était question. Et en parallèle, surtout dans les métiers où la technique évolue vite, en fait, il perd très très vite en légitimité. Ça a du sens dans pas mal de domaines où on se retrouve avec des gens, bah, tu peux pas prétendre à cette expertise-là parce que ça demande une formation continue et un maintien au niveau, quoi. Après, il y a le chef autoritaire. Il est légitime parce que il contrôle les choses. À mes yeux, c'est un peu le pire, quoi. C'est le chef qui va venir voir, qui va vous micromanager, qui va vous être sur votre dos à vous dire ah, faut faire ci, ça, ci, et pas vous laisser de marge d'action. Et donc le mode opératoire, il dit rabaisse, exerce une terreur, change d'humeur pour déstabiliser le collectif de travail. Il y a un peu ce truc de bah on contrôle les employés, on surperforme cette espèce de dramaturgie de genre on est tout le temps pressé, on a tout le temps des réunions, etc. C'est vraiment genre j'ai pas le temps pour tes problèmes. Et ce côté un peu tyrannique, quoi, bah, je te dis ce qui doit être fait et j'ai pas besoin de te respecter, de prendre le temps d'écouter tes problèmes ou quoi que ce soit, quoi. L'anomalie à neutraliser, c'est l'injustice et la violence des décisions prises d'en haut, réduction de postes, augmentation des cadences, baisse des salaires. Ça recrée justement cette espèce de rapport de force parce que bah il y a vraiment une pression difficile à rater quoi quand vous avez un ou une chef autoritaire vous vous rendez assez vite compte que bah, on vous parle mal et vite ça vous saoule quoi. C'est des gens qui sont très efficaces pour vous garder dans ne pas revendiquer des nouvelles choses, des nouveaux droits, etc. Parce que vous êtes concentré sur des sujets de on vous file trop de travail, parce qu'on vous dit exactement ce que vous devez faire à quel moment et comment quoi. Vient ce qu'il appelle lui les chefs bureaucratiques. La source de légitimité des chefs bureaucratiques c'est le niveau de diplôme, les règles, les procédures. Donc c'est vraiment, là on est dans le cadre de la personne qui a été embauchée en école de commerce et qui va être votre chef, ou la personne qui a été embauchée à l'ENA, ou à certains niveaux aussi l'ingénieur qui va demander à des techniciens de faire telle ou telle chose et qui n'ont jamais bossé en fait, qui sont juste des gestionnaires. Mode opératoire, masquer les décisions derrière des procédures. Donc il y a vraiment ce côté ouais, procédurier de bon bah je suis pas responsable de ce qu'on me demande, moi je suis juste un rouage de la machine quoi. Il y a des procédures en place, alors des fois à juste titre, des fois les procédures c'est pour la sécurité, mais des fois c'est juste pour dire ah non on peut pas questionner, on remet pas en cause le mode de fonctionnement, la procédure tu la lis, tu la suis et c'est tout quoi. Noie tout débat derrière une justification budgétaire, on est dans la gestion quoi, il y a vraiment ce côté, ce qu'on disait avant de vous êtes dans l'affect, le fait de faire des choses avec vos mains, de produire des choses, d'être impliqué dans le travail.
mais lui, il est loin du travail, quoi. Il a pas d'émotion par rapport à ça, c'est ce qui le rend légitime, il est objectif par rapport au travail. Il y a une justification qui va se faire, chiffrée, qui fait que c'est non discutable, parce que les chiffres c'est forcément objectif, quoi. Alors qu'en réalité, pas du tout. Donc, les anomalies à neutraliser pour le chef bureaucratique, c'est le débat sur la fin et les moyens mis en œuvre pour y parvenir, sur le sens des missions et de la réalité du travail. Ça fait apparaître, tout en essayant de la cacher derrière les procédures, on essaie de cacher le lien de subordination, mais ça le fait aussi apparaître par la pénibilité de ce qu'il est, quoi. On rentre dans les faux gentils, entre guillemets, il y a ce qu'il appelle le chef de famille, qui est légitime par la sympathie qu'il inspire, les avantages qu'il peut distribuer. Le chef de famille, c'est un peu souvent l'idée de vraiment le patron de petite entreprise, quoi, et qui va avoir donc un mode opératoire qui est de dire neutralise les rapports de pouvoir derrière un discours rassembleur, distribue des faveurs et des avantages et les retire. On a une famille ici, entre nous, on met tous la main à la pâte, on va pas avoir de syndicat dans l'entreprise, je veux dire, tu vas pas avoir ce genre de rapport avec des gens de ta famille. Et l'anomalie que ça lève, c'est la divergence d'intérêt fondamental entre capital et travail. Ce chef, très souvent le chef petit patron, petite entreprise, c'est que la différence entre le boulanger qui emploie un autre boulanger pour réduire sa charge de travail, c'est que pour chaque baguette vendue, il y en a un qui touche un salaire et l'autre qui touche à la fois le salaire et le revenu de l'entreprise. Donc il y a vraiment une différence entre les possessions de chacun, quoi. Bien ce qu'il appelle le chef artiste. Le chef artiste, c'est toujours un talent et un génie incroyable, supposé ou réel d'ailleurs. Il y a toujours des trucs de ah oui, tel réalisateur ou tel acteur, c'est une vraie diva. Il faut que le moindre de ses caprices soit réalisé parce que c'est quand même un génie, une génie, etc., quoi. Et donc il y a un truc qui présente le travail pas comme un travail mais comme autre chose, quoi. C'est-à-dire c'est une passion, c'est les métiers passion, c'est quelque chose de noble, vous faites ça pour l'art, vous faites ça pour quelque chose de plus important et qui vous dépasse, quoi. Ça marche aussi dans le cadre de l'associatif, par exemple. C'est pas du travail ce que vous faites, il y a un enjeu supplémentaire, quoi. L'anomalie à neutraliser, c'est l'existence de rapports de pouvoir et de domination, même dans les sphères artistiques. On n'a pas la même reconnaissance, quel que soit le rôle qu'on joue dans une équipe artistique. Que ce soit, je sais pas moi, la création d'un livre, d'un film, de musique. Et puis pour finir, ce qu'il appelle le patron de gauche, et qui lui va légitimer, donc ça rejoint un peu ce que je disais avec le cadre des ONG, c'est il y a quelque chose en jeu qui est un peu plus que juste ma personne. On peut le voir dans les cas d'affaires où des gens de gauche sont mis en cause assez souvent, il y a ce truc de non mais vous pouvez pas m'attaquer moi parce que on est du même camp, on est de la gauche, si on se tire les pattes dans les pattes entre nous, on va pas s'en sortir. Et puis je représente une cause, je représente une voix, et c'est une justification pour dire non mais vous pouvez pas vous attaquer à moi, que ce soit de manière syndicale ou autre, quoi. Donc le mode opératoire c'est ni les rapports de domination, parce que effectivement il y a ce truc de le patron de gauche, c'est genre moi je suis de gauche, j'ai conscience de ces sujets de rapport de classe, donc j'y fais attention, etc. Donc on peut pas me le reprocher. Réclame à ses subordonnés un investissement à la hauteur de la cause poursuivie, et donc il y a ce truc de comme on disait, la cause est très importante, donc il faut que vous soyez investi, quoi. Et donc l'anomalie à neutraliser, c'est l'existence de rapports de pouvoir et de domination dans les sphères engagées, et le caractère intéressé de l'engagement politique ou associatif. Malgré le fait que tu sois de gauche, ça t'exclut pas d'avoir un rapport de classe supérieur-inférieur, d'être homophobe, d'être sexiste, etc. Et le caractère intéressé, c'est que très souvent, les gens qui sont à la tête d'une ONG ou même d'une entreprise engagée politiquement, ils en tirent un capital. Des fois, c'est un capital économique, mais des fois, c'est juste un capital social. C'est-à-dire que quand on va parler d'une personne qui est reconnue pour son travail et son investissement dans le cadre politique, parce que on dit on va suivre ses projets de près de loin, il y a un capital social de dire c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour notre camp politique, etc., quoi. C'est dit dans le cadre de la gauche, mais c'est pareil à droite. Une fois qu'il a fait ce truc, il se pose une question, c'est le chef est-il toujours un homme? Parce que effectivement la question se pose aussi du rapport aux gens. Là-dessus, il dit que dans les conditions de travail des femmes en général, il y a d'une part une volonté de précariser les emplois genres féminins, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont considérés comme des métiers d'hommes et des métiers de femmes, et les métiers de femmes, c'est des métiers qui vont être précarisés. Un très bon exemple, notamment, encore une fois, l'exemple de mon métier, dans l'informatique, pendant très longtemps, ça a été un métier de femme, entre guillemets, mais au fur et à mesure que le métier a pris de l'importance, entre guillemets,
que le numérique c'est devenu un vrai enjeu, les mecs sont rentrés dans la profession et ont commencé à foutre les femmes dehors. Ouais, complètement, les métiers du care, c'est pareil. Il y a le sujet effectivement aussi des emplois partiels, qui est de dire que les femmes sont plus touchées par les emplois partiels parce que, de fait, quand une famille hétérosexuelle a des enfants, on se retrouve assez souvent avec le fait que c'est la femme qui se met en travail partiel pour à la fois s'occuper de ses enfants et faire son travail, ou s'arrêter complètement. Effectivement, une fois que tu es moins présent au travail, tu as moins de chances d'être promu et de te retrouver dans des positions de chef. Et puis, il y a aussi un truc, c'est la culture des VSS au travail, qui est décrit par lui, mais aussi par de nombreuses féministes, comme un moyen d'empêcher aux femmes d'accéder à des positions de pouvoir. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans des sphères de décision assez importantes, vous vous retrouvez avec des gens qui vont faire des blagues misogynes et créer un environnement un peu hostile, pour que de fait les femmes se sentent exclues et pas envie de faire partie de ça, se mettre en retrait et pas rentrer dans ces sphères de décision. Un autre truc qui est mis en avant, c'est la culture présentéiste en entreprise, notamment en France. C'est le truc de dire que c'est important d'être là tôt le matin, de repartir tard le soir, d'aller en after work, de faire des trucs avec vos collègues parce que l'entreprise elle est contente, quoi. Ça crée du lien, ça crée de l'importance, etc. Comme la division des tâches ménagères fait que c'est les femmes qui vont le plus souvent s'occuper de la majorité des choses. Et donc en fait tout ça, ça favorise, c'est des facteurs d'ostracisation des femmes des sphères de pouvoir de l'entreprise. Et c'est pour ça que alors effectivement ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont chefs d'entreprise ou chefs d'équipe ou managers, etc. Mais c'est plus rare en fait. Il y a une dichotomie assez caricaturale, mais d'un côté il y a la technique et les savoirs et l'intellectuel, et ça c'est des métiers d'hommes. Et de l'autre côté, il y a les relations humaines, le care, etc. Et ça, c'est des métiers de femmes, quoi. Et il y en a un qu'on va payer moins que l'autre, quoi. Il a encore un encadré un peu chelou, en mode je sais pas où le mettre, mais je vous parle de ça. Il y a ce truc de savoir gérer ton stress, une injonction irréaliste et dangereuse. En fait, ça rentre très fort dans ce qu'on se disait avant, c'est qu'il y a le truc de... Il y a les injonctions contradictoires de dire... vite, il faut que j'ai ce dossier sur mon bureau dans 3 heures, mais dans la foulée, on va dire, ah, mais attention, vous stressez trop, et responsabiliser l'employé de ses propres conditions de travail, quoi. Et de la même manière, dépolitiser les choses et individualiser le sujet, quoi. Donc il revient à nouveau là-dessus de les injonctions contradictoires pour un peu se cacher derrière de dire ah non, mais on vous a dit de pas vous faire mal. Il fait une conclusion du chapitre en disant dans un système injuste, la hiérarchie tente de corriger l'insurmontable. La hiérarchie, elle est là pour que les choses elles bougent pas. Elle est là pour que le système capitaliste fait que on attend de vous que vous travaillez pour générer du profit pour quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, qui est actionnaire ou qui est propriétaire des moyens de production. Et il y a ce truc idéologique de la valeur travail, de dire ah bah oui, mais il y a un truc intrinsèquement bien et moral. Et donc la valeur travail fait que on va moins se poser la question de tel travail il apporte rien ou tel travail il est néfaste. Parce que c'est quelqu'un qui travaille. Et moi en vrai c'est un problème que j'ai aussi parfois avec les prises de parole qu'on peut entendre syndicales ou autres. C'est qu'on va entendre de trucs de les travailleurs et les travailleuses. Et en vrai, dans certains moments, moi j'ai envie de dire, j'ai eu des managers et des manageuses, sont pas dans mon camp, quoi. C'est pas des gens qui travaillent, c'est des flics à l'intérieur de l'entreprise, quoi. On leur a donné un boulot de flic pour réprimer les demandes sociales des travailleurs et travailleuses, quoi. Et puis il finit par dire, il y a différents chefs et différentes typologies qui remplissent des rôles un peu différents parce que on n'étouffe pas les revendications des salariés de la même manière. C'est-à-dire que en asso, on va vous dire, non, mais c'est important ce que vous faites, vous n'allez pas mettre ça en péril. Dans certains trucs, ça va être géré par la peur, où on va avoir quelqu'un de très autoritaire qui va vous garder la tête dans le guidon pour être sûr que vous ne releviez jamais la tête et vous posez d'autres questions. Et donc il y a toujours ces différents chefs qui ont différentes stratégies pour toujours étouffer les revendications et ont des rôles qui sont appliqués différemment, mais dont le rôle c'est toujours le même, c'est fabriquer un consentement à l'organisation du travail, quoi. Et aussi, il y a toujours un enjeu évidemment de optimiser les gains du capitalisme. Mais ça, c'est secondaire en fait. Parce que assez souvent, on se rend compte que tel ou tel chef crée des conditions de travail qui sont parfois contre-productives d'un point de vue juste
on produit plus, on génère plus d'argent, etc. Mais il y a un enjeu plus important qui est de garder les choses en place et de s'assurer que les gens ne vont pas avoir des réclamations, quoi. Donc, le chapitre suivant, c'est la sécession qui vient. Avec l'ambiance actuelle et les nouvelles générations, il y a aussi un rapport au travail qui change un petit peu par rapport aux générations précédentes et au contexte socio-économique, évidemment. Donc, lui, sa take là-dessus, c'est il y a une culture du refus, du système du travail tel qu'il est actuel qui se développe selon lui. Et puis, lui, ce qu'il raconte, c'est que de plus en plus, il voit des choses qui sont des partages sur les réseaux sociaux, d'histoires de démissions, de gens qui sont un peu fiers de leur truc, tu vois, de leur anecdote, de « Ah oui, j'ai fait une démission éclatante, j'ai annoncé ça au micro de mon supermarché, en disant « Bon, bah salut, je me casse ». Il y avait une émission de Mediapart là-dessus, à propos de la Gen Z, le rapport au travail pour le 1er mai. En tout cas, ce que j'en ai vu qui était assez intéressant, et qui disait qu'effectivement, alors, il y a un peu de ça, et en même temps, c'est pas vrai, c'est qu'il y a tout ce discours qui est mis en place sur les différences de « Oui, la nouvelle génération, la Gen Z veut pas travailler, s'intègre mal dans le monde du travail ». Et l'idée que peut-être il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part de... Encore une fois, c'est de la fabrique en consentement. C'est un truc qui est répété à outrance pour dire vous les jeunes, là, va falloir que vous arrêtiez vos conneries et que vous vous mettiez au travail comme tout le monde, quoi. Lui, il le voit d'un point de vue positif, mais les gens, en tout cas, quand on discutait sur l'émission de Mediapart, il le voit aussi comme un truc un peu négatif dans le sens où la question, c'est aussi quel discours s'installe, qu'est-ce que ça justifie et comment derrière des entreprises vont justifier des mesures un peu éclatées. Et ce qu'il dit, encore un truc qui lui donne un peu espoir sur le sujet, c'est mine de rien, avec les manifs contre la réforme des retraites qu'il y a eu, il y a quand même un retour des mouvements syndicaux. D'une part, il y a un échec parce qu'il y a trop peu de syndiqués selon les syndicats, mais de plus en plus de gens ont une conscience de classe. Et une beaucoup plus forte conscience maintenant qu'à l'époque où les ouvriers étaient massivement syndiqués, etc., quoi. Et moi, je partage un peu son constat, mais alors après, j'ai très peu connu de syndicats et de syndicalistes dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, mais les syndicats, ils ont abandonné un peu la lutte des classes sur le lieu de travail, c'est-à-dire que il y a vraiment des combats très locaux et ça dépend vraiment du milieu social et de tout, c'est-à-dire que quand vous allez avoir une usine qui ferme je ne sais pas où, les syndicats vont se battre et vont dire oh là là, il faut faire quelque chose, etc. Mais il y a un espèce de truc déjà un peu corporatiste de on va pas se battre pour les luttes des autres, on va se battre pour les luttes internes à notre entreprise. Et en plus de ça, selon le milieu social, c'est vraiment différent. Moi, je sais que dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, les gens syndiqués, ils y sont pour eux, ils y sont pas pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses de la boîte. Ils y sont parce que il y a des avantages personnels à être là-dedans, quoi. Les syndicats, même s'ils ont une perte de vitesse à l'échelle nationale et large, il y a quand même des combats gagnés, quoi. Je dirais, il parle des femmes de ménage à Paris, que ce soit par exemple Rachel Keke qui est devenue députée après ça, mais il y en a eu d'autres, où des syndicats mènent des luttes qui sont dures, quoi, avec des gens qui sont déjà dans des trucs de précarité. Et donc il rentre dans un truc où il dit la grande démission prépare-t-elle la révolution, parce que la grande démission, encore une panique morale hein, de oh les gens font du quiet quitting, oh il y a de plus en plus de démissions parce que les chiffres de la démission sont en route. Et lui ce qu'il raconte c'est qu'en plus de ça, les gens avec qui discutent, qui parlent de leur démission, qui racontent leur parcours, il y a beaucoup de gens qui, malgré une situation financière compliquée, malgré tel truc, il y a un sentiment de soulagement, on raconte comment on se sent libéré d'un truc quand on a démissionné. Et ce, même si on rentre dans un tout nouveau truc de problème, quoi. Parce que démissionner, des fois c'est perdre son droit au chômage, c'est perdre son salaire, c'est perdre plein de choses, quoi. C'est prendre des risques financiers assez souvent. Malgré tout ça, les gens parlent de il y a un soulagement, je me sens mieux, j'ai fait un truc un peu dur, mais je suis passé à autre chose, quoi. J'ai réussi à passer à autre chose, quoi. Un facteur très commun et qui revient dans ce que les gens disent qui est leur motivation pour démissionner, c'est, alors, d'une part, la perte de sens au travail, et d'autre part, le rapport avec leur chef. Il y en a un qui est directement inclus dedans, parce que dans le sujet du livre, qui est de dire, voilà, la domination au travail, c'est la hiérarchie, donc c'est votre chef qui vous emmerde. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens démissionnent. Et une autre qui est la perte de sens, et en fait, la perte de sens qui est assez liée, parce qu'en fait,
comme on l'a vu dans les parties précédentes, la manière dont on a augmenté les strates de hiérarchie fait que les gens sont déconnectés de ce qu'ils font en termes de produits, que selon leur strate hiérarchique, ils ont aucun pouvoir sur les décisions de comment la boîte est gérée et comment les choses avancent, que des fois ils remplissent des jobs inutiles où leur job c'est juste d'exister pour exister, parce qu'en fait, des fois votre chef c'est un ou une conne, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous pourrissent la vie, mais ça veut pas dire qu'eux ils sont l'exemple d'avoir un ou une chef au-dessus qui leur pourrit pareil la vie. Ils ont des conditions qui sont pas forcément incroyables, ça fait pas de des bourgeois, ça fait pas de des gens qui sont intéressés au capital forcément. Quand ton boulot c'est juste d'exister pour justifier un truc injuste, ça crée un mal-être quoi. Et puis il y a aussi un rapport dans... mais alors après ça sort du cadre de la domination du travail et des systèmes hiérarchiques. Avec l'avancée du capitalisme et comme on fonctionne actuellement, on est dans des trucs où maintenant la seule chose qui compte entre guillemets c'est vraiment générer des sous quoi. Si votre travail il sert à rien, bah il produit rien de valeur effective, morale, j'en sais rien, sociétale ou quoi, s'en fout quoi. Votre chef il va vous dire de le faire quand même et c'est ça quoi. Enfin, l'enjeu il n'est pas d'avoir une utilité pour la société, il n'est pas de répondre à un besoin, des fois il est de le créer et d'y répondre après. Et donc, bah ouais, des fois, ça a juste pas de sens, quoi. Mais le problème de tout ça, en fait, c'est qu'il y a un certain plaisir personnel de dire, vas-y, voilà, moi j'ai donné mes conditions, vous n'en avez pas voulu, je me barre. Je les ai laissés le nez dans leur merde et c'est leur problème. Mais il y a toujours cette espèce de sentiment de défaite collectivement. On n'a pas réussi à remettre en cause nos conditions de travail, de paye, etc. Et l'action même de la démission, elle n'apporte pas une remise en question de la hiérarchie, et ça aussi c'est un problème quoi. Moi ça m'est arrivé de quitter un poste et dans mes rêves les plus fous de me dire ah oui ils vont y réfléchir et en fait bah non, ils s'en foutent quoi. Ils vont se dire bon bah c'est pas grave, on embauche quelqu'un d'autre et voilà c'est... Et il a toute une partie où il parle de quitter le salariat, du rêve à la réalité. Pour beaucoup de gens en général, quand on quitte un emploi, on démissionne et on trouve un autre poste et on est de nouveau employé ailleurs. Mais de plus en plus il y a des gens qui se disent bah en fait moi j'en ai marre de ça quoi, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être mon propre patron parce que bah ouais ça me met mal, ça me provoque de la souffrance. Et donc il y a des gens qui cherchent à se mettre à leur compte. Donc il y a cette idée de émancipation de l'exploitation économique et de la domination hiérarchique. Maintenant, je travaille plus pour enrichir des actionnaires parce que bah, les propriétaires du moyen de travail, c'est moi mon chef. Et j'ai plus de hiérarchie parce que bah, c'est moi mon chef. Mais on se retrouve à des systèmes qui sont différents. C'est-à-dire que des fois, on se retrouve avec des gens qui sont dans du salariat déguisé. Quand vous avez des livreurs, des Deliveroo ou des conducteurs Uber, la réalité, c'est que c'est pas des gens qui ont un travail indépendant et différents clients. Ils ont un seul client. Et leur client, c'est lui qui décide s'ils ont des clients finaux ou pas. Et donc, bah, si t'es chauffeur Uber et que Uber décide de plus te faire apparaître sur la plateforme et de plus te donner de clients, bah tu travailles plus en fait. Donc, t'es pas sorti de ces systèmes de nomination, quoi. C'est que t'es encore dans un truc où t'es sous la houlette d'une entreprise. C'est un peu dépersonnalisé. Donc tu retrouves un peu, tu te libères un peu de cette hiérarchie parce que t'as pas un chef direct, etc. Mais dans les faits, c'est pas exclu que t'en aies un en réalité. Tu vas te retrouver avec une personne qui est responsable des relations avec les conducteurs. Et cette personne, elle va te dire ce que tu dois faire, pas faire, et pour rentrer dans les clous de leur plateforme, quoi. Et l'autre cas, c'est effectivement se retrouver indépendant réellement. Mais là, on se retrouve face à un autre problème en général, c'est que bah, on est face à... Alors lui, il parle du capitalisme, mais je pense que en réalité, c'est même pas vraiment le capitalisme. Pour une fois, le problème, c'est plus le libéralisme, parce que tu te retrouves dans un marché. Et donc l'idée du marché, c'est il faut de la concurrence, donc il faut faire mieux que ci, mieux que ça, et c'est forcément de la compétition. Et donc la compétition, ça apporte le truc de dire faut produire plus soi-même, à se mettre des contraintes. Alors il y a des gens qui parlent d'auto-exploitation, mais la réalité c'est qu'on peut pas vraiment parler d'auto-exploitation dans le sens où
L'exploitation, c'est le fait de tirer du profit sur le travail de quelqu'un d'autre. Donc, on se crée nous-mêmes nos contraintes, on se crée nous-mêmes nos trucs de il faut absolument que je travaille plus, plus, plus. Et effectivement, beaucoup de gens qui se lancent à leur compte se retrouvent à pas compter leurs heures, parce que l'enjeu il est différent. Et c'est aussi un truc qui va servir, qui sert à légitimer les comment les positions hiérarchiques patronales, qui sont de dire vous voyez les entrepreneurs comme ils sont investis parce que oui c'est les chefs, c'est eux qui prennent des risques financiers, etc. Et on va instrumentaliser ça pour justifier le cas où les gens sont réellement des patrons, sont réellement des chefs et en réalité prennent pas vraiment ces risques-là, quoi. Et d'autre part, tout le monde n'est pas égal face à ça, quoi. Quelqu'un qui a des bons revenus peut mettre suffisamment de côté et se dire à un moment je vais prendre une pseudo-retraite où en fait tu prends pas du tout une retraite, tu recommences un travail mais juste t'es libéré, t'es dans un cadre différent, tu peux. Par contre, si t'es dans un emploi précaire depuis le début, t'as pas de capitaux, t'as rien et tu peux pas te lancer aussi facilement dans une activité parce qu'il y a rarement des banques qui vont te soutenir, il y a genre plein de problèmes directs, quoi, donc t'es comme contraint à rester dans le salariat. Et donc tu dis ouais, il y a la même aliénation chez les artisans et les indépendants. Et en fait, on retrouve vraiment un peu les mêmes ressorts, c'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est que pour avoir discuté avec les gens qui font ça, quoi, qui se retrouvent à démissionner pour devenir indépendants, se libérer des liens hiérarchiques, parce que c'est très souvent ça, il y a cette espèce de retour à l'artisanat, comme il dit, de la recherche du beau geste, d'être libéré des contraintes. Et moi, franchement, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup vécu. Alors après, là, mais dans mon travail, il y a plein de fois où je me retrouvais à faire des choses et à me dire, c'est pas bien fait, mais j'ai pas le temps, on n'est pas là pour bien faire le travail, on est là pour qu'il soit fait, quoi. Et de la même manière, il y a aussi ce truc de revenir à quelque chose de concret, quoi, parce que c'est directement lié à la perte du sens, quoi. Il y a un truc de produire des objets, produire des choses, produire de la nourriture, il y a pas mal de gens qui viennent au maraîchage. Et il y a ce truc de, on veut refaire une entreprise pour redonner du sens, quoi. Il y a un truc assez tragique, entre guillemets, c'est qu'en parallèle, les entreprises qui comprennent ce truc, des gens ne trouvent pas de sens dans leur taf, et donc il y a de plus en plus de boîtes qui font des trucs pour redonner du sens au travail. La société Vendredi propose aux entreprises de leur envoyer des expertes chargés de les accompagner pour définir et mettre en place une politique d'engagement thématique prioritaire objective. Car Vendredi, c'est la plateforme des entreprises qui s'engagent vraiment. Il s'agit donc de proposer aux salariés des entreprises des activités citoyennes, écologiques, capables de leur faire supporter la nocivité ou l'inutilité de leur travail. Les entreprises mettent à disposition plusieurs heures par mois leurs salariés pour leur permettre de travailler pour des associations à but écologique ou de développement durable. Le slogan de Vendredi vaut son pesant d'or. Changer le monde sans changer de travail. Il ne s'agit évidemment pas de changer le monde. Les associations choisies ont pour point commun d'être inoffensives. Il ne s'agit pas d'envoyer des salariés de Total Energy pour chasser des bateaux d'usine à bord de la flotte de Sea Shepherd, mais il s'agit bien avant tout de ne pas changer de travail, ni de remettre en cause le travail tel qu'il est devenu. Félix Demont, le fondateur de la startup Vendredi, raconte comment cette idée lumineuse lui est venue. Elle est née progressivement lorsque j'étais étudiant à Sciences Po et pendant mes stages. Je trouvais absurde de devoir choisir entre le privé et l'associatif. Cela crée une fracture entre le salarié et le citoyen. Or, je suis les deux à la fois et je voulais faire les deux à la fois. J'ai donc créé un moyen de concilier activité professionnelle et engagement, qui permettent aux autres de le faire également. La conciliation entre vie privée et vie professionnelle est donc vie citoyenne et l'obsession des idéologues soucieux et soucieuses de redonner un visage humain aux entreprises capitalistes, sans jamais interroger leur mode de gestion, entre parenthèses violent, ou leur finalité, entre parenthèses le profit. En conciliant, on empêche de détruire. Et vraiment, ce truc-là, il y a au moins 2 boîtes dans lesquelles j'ai bossé où il y avait vraiment ces trucs-là. Il y avait ces trucs de, on vous donne des journées d'engagement, ça veut dire que vous avez 2 congés par an que vous pouvez poser pour dire ah ben je vais soutenir tel truc ou je vais faire aider tel assaut, etc. quoi. Et cette espèce de truc de on vous vend votre travail il a pas de sens mais du coup venez on vous vend un faux sens quoi. Parce que d'un côté il y a les gens qui disent le travail c'est tellement de la souffrance que j'aimerais réintroduire un sentiment de vie humaine dans le travail donc je veux du sens, je veux des conditions de travail agréables. D'où l'apparition de toutes ces conneries de Happiness Manager, etc.
Et donc il y a un truc de, on voudrait rendre le travail moins douloureux, quoi. Et d'un côté, il y a les gens qui essayent d'apporter ça dans le travail, mais de l'autre côté, on se retrouve avec des logiques qui sont un peu à l'opposé. Par exemple, si on regarde, je sais pas si vous avez regardé Severance, qui est une série où le principe c'est de dire, il y a des gens qui font une opération chirurgicale qui leur permet d'être complètement inconscients de leur vie, d'une partie de leur vie qui est leur vie au travail. Et leur vie au travail, c'est quelqu'un qui apparaît, qui travaille et qui est complètement inconscient de l'autre partie de leur vie qui est leur vraie vie, quoi. Mais il y a eu un sondage qui a été réalisé en Angleterre où ils demandaient aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Et il y avait vraiment des gens qui étaient en mode ah ouais, ce serait trop bien. Parce que, en fait, la question profonde, elle n'est pas à dire est-ce que vous êtes pour ou contre créer un clone de vous-même qui va souffrir à faire que travailler dans sa vie et être esclave pour que vous profitiez que de la petite partie qui vous reste de votre vie privée. Mais la question, elle est aussi, est-ce que vous ne souffrez pas déjà un peu trop dans votre vie au travail? Et est-ce que vous seriez pas prêt à faire un truc un peu absurde, un peu inhumain pour éviter ça, quoi? Et le fait est, c'est qu'il y a des gens qui savent parler, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète le résultat, quoi. C'est que pas que les gens sont fans de science-fiction et se disent ah un truc dystopique horrible, venez, on met ça en place. C'est que ça répond à une vraie souffrance aussi, quoi. Parce que le travail, c'est une souffrance pour tellement de gens, quoi. Et je suis un autre encadré chelou où vraiment, c'est encore une fois ce truc qui est un peu hors sujet, mais c'est important d'en parler, donc il en parle dans un encadré, où il dit peut-on vraiment prendre du recul, qui est encore une fois ce truc de... Alors c'est pas tant mettre en apparence les contradictions de individualiser la responsabilité des problèmes, des souffrances psychologiques, etc. au travail, mais c'est aussi dire il y a une réelle volonté dans la manière dont est organisé le travail pour garder les gens incapables de réfléchir à leurs conditions de travail. C'est-à-dire que quand on avait un problème, on allait voir notre manager, et notre manager, il nous disait ouais, d'accord, je prends le point, je vais en parler à mon chef. Et en fait, du coup, tout ce que tu peux faire, c'est dire faut faire quelque chose là. Et ton chef, il va voir son autre chef, et lui, il s'en fout un peu, quoi. Son autre chef, il dit non, il dit ok, et il revient de voir en disant ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et encore, je trouve qu'on a un peu ça en politique, tu vois, c'est que le mieux que tu puisses faire, c'est voter ou aller emmerder ton député, quoi. Il y a une délégation du pouvoir qui nous rend impuissants au travail et qui fait qu'on peut pas prendre du recul. Quand on fait le parallèle avec la politique, c'est que on peut se renseigner, et ça demande du travail, et c'est aussi un problème, mais on peut se renseigner et rester au courant de quelles sont les lois qui sont passées, qui a voté pourquoi, et quelles sont les décisions de tel parti, etc. Par contre, dans votre travail, vous allez voir votre chef, vous lui dites un truc, il dit ouais, je m'en occupe, et vous aurez juste un oui-non à la fin. Et si vous demandez plus d'explications, vous direz ah mais c'est compliqué, il y a des enjeux que t'as pas, il faut une vision globale. Parce que il y a toute cette construction de c'est fait pour que on puisse pas remettre en cause les choses, on puisse pas prendre à bras le corps le sujet parce que on n'a pas les tenants et les aboutissants, on n'a pas des réels interlocuteurs en face. Tout est coupé, quoi. Et donc le rapport de force ne peut pas se construire. Et lui, il voit un truc positif, c'est qu'il dit il y a un retour du sabotage au travail. Et là-dedans, il parle du quiet quitting, faire juste le minimum. Qui, en réalité, c'est pas du sabotage, c'est juste vous êtes payé pour pour ce que vous êtes engagé, et vous faites ce que vous êtes engagé de faire, quoi. Par exemple, la grève du gel, c'est aussi on fait que ce qui est dans nos fiches de poste, on s'en tient que à des trucs bêtes et méchants, c'est-à-dire que vous voulez organiser toutes nos vies de A à Z, vous avez intérêt à pas rater une étape parce que nous on va pas remplir les gaps pour vous, quoi. Par contre, lui, ce qu'il regrette, c'est qu'il y a un truc qui est fait à l'échelle individuelle, mais à nouveau à l'échelle syndicale, ça ne passe plus. C'est-à-dire qu'à l'échelle syndicale, vous n'allez pas saboter un atelier, vous n'allez pas prendre ce genre de mesures pour réellement mettre un frein à la machine de production. Vous allez être sur des trucs de déclencher des discussions, et c'est là où lui il est très critique des syndicats, et je le rejoins un peu là-dessus, c'est que on est passé d'un truc où par exemple la CGT c'était des gens qui étaient anarcho-syndicalistes, donc qui étaient vraiment en mode on veut changer le mode de gouvernance des entreprises, on veut prendre le pouvoir, on veut donner le pouvoir aux travailleurs et aux travailleuses. Maintenant l'enjeu des syndicalistes c'est de trouver du compromis. Avant on trouvait du compromis parce qu'on voulait tout faire péter, et maintenant, on veut trouver du compromis, donc on se compromet encore plus. C'est un peu ça, quoi, la finalité de la chose, quoi. Quand on pense sabotage, on pense destruction de voies de chemin de fer, explosion de bombes.
mais à l'origine, le terme avait une signification plus accessible à n'importe quel travailleur ou travailleuse. Il s'agissait de travailler plus lentement, de ralentir le rythme, de ne faire que le nécessaire, mais cela pouvait aller plus loin. Émile Pouget évoque ainsi plusieurs exemples de travailleurs et de travailleuses qui ont enrayé la production en détournant ou en abîmant leurs outils. Les coiffeurs et coiffeuses de Paris entre 1903 et 1906 ont mis en œuvre des campagnes de badigeonnage des boutiques, c'est-à-dire de dépôt d'un shampoing amélioré par leurs soins, entre parenthèses avec des œufs, sur les devantures, pour finir par obtenir un jour de fermeture et de repos hebdomadaire. Ou encore les boulangers dont l'un des modes d'action était de s'en prendre au pétrin ou bien de réaliser un pain dur et immangeable. Pour Pouget, le sabotage consistait ni plus ni moins à affirmer une morale de classe, ne pas se tuer à la tâche pour un patron, ne pas se laisser exploiter en faisant le dos rond, ne pas travailler pour plus que ce pour quoi je suis payé. Pour Pouget, la morale du travail est à l'usage exclusif des prolétaires, les riches qui la prônent n'ayant garde de s'y soumettre. L'oisiveté n'est vice que chez les pauvres. C'est au nom de cette morale spéciale que les ouvriers doivent trimer dur et sans trêve au profit de leur patron et que tout relâchement de leur part dans l'effort de production, tout ce qui tend à réduire le bénéfice escompté par l'employeur est qualifié d'action immorale. Saboter, c'est-à-dire au moins traîner des pieds au travail, au mieux empêcher la production en s'en prenant aux outils et à la bonne organisation du travail, est une façon de contrecarrer cette morale de classe pour en affirmer une autre, ne pas être soumis au patronat et ne pas faire de zèle. N'importe qui peut saboter à plus ou moindre mesure, quoi. N'importe qui peut dire le système tel qu'il est ne me convient pas. Ok, je vais faire mon taf, vous n'allez pas pouvoir me le reprocher dans l'absolu. Je vais juste pas être efficace, dommage, quoi. On rentre dans un rapport de force qui est différent, qui est vachement plus important, vachement plus fort, dans le sens où la grève c'est balèze, hein, et il n'est pas question de dire la grève c'est nul, mais quand vous faites du sabotage, bah, d'une part, vous pourrissez la vie de votre employeur, mais d'autre part, bah, vous n'avez pas de jour de salaire, quoi. Donc vous arrivez à un truc où... Alors bien sûr, ça demande un rapport un peu plus compliqué, parce que ça demande d'assumer ce truc-là, et très certainement, je suis qu'il y a des lois pour faire en sorte que, si c'est reconnu par la justice que vous sabotez, très probablement qu'il y a des conséquences juridiques qui sont pas les mêmes maintenant. Et donc oui, lui il revient sur ces trucs où il raconte des histoires de gens qui ont un peu saboté ou juste qui racontent leur vécu au travail. Et il se retrouve avec plein de trucs de gens qui disent en fait ça paye pas d'être réglo avec les employeurs parce que il y a plein de gens qui disent moi je travaillais super bien et tout et je faisais des efforts et je faisais tout pour mériter mes augmentations, mes promotions, etc. Et donc le patron ou la patronne derrière leur disait non, désolé. Et en tant que bon petit employé, il se passait rien, quoi. Ils étaient sages en disant vivement l'an prochain, peut-être l'an prochain ça ira mieux. À un moment qu'on dit fais chier, je m'en fous, j'arrête de jouer selon les règles et qu'on commençait juste à faire leur travail sur des bases d'aussi mauvaise foi qu'ils étaient payés, c'est-à-dire que je suis payé tant, je fais pas plus, et qu'ils se rendaient compte que d'un coup, en créant ce rapport de force, leurs employeurs étaient vachement plus ouverts à répondre à leurs besoins, quoi. Et c'est que la conversation n'est pas juste purement rationnelle avec les patrons, quoi. Ça me fait penser au 1er mai, il y avait en manif, il y avait un slogan, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu, et ça fait grève, manif et sabotage, le patronat ça comprend que ce langage. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc il y a un peu cet témoignage-là, il y en a d'autres qui sont... le surinvestissement qui a causé des problèmes de santé, de genre en parallèle t'as des gens aussi qui disent moi ce que j'ai fait c'est que j'ai détourné mes outils et mon temps de travail. En fait une fois que t'es arrivé dans un stade où t'as compris que ton entreprise elle avait pas l'intention de reconnaître ton travail, ta valeur ou quoi que ce soit, tu peux rentrer dans un rapport un peu plus décomplexé à ça, quoi, de dire je m'en fous. Et de la même manière lui ce qu'il raconte donc Framont qui était employé encore pour un bout de temps avant d'être rédacteur en chef de Frustration Magazine, c'est que pendant très longtemps, ils ont fait ça en fait. Sur leur temps de travail, ils se retrouvaient à bosser pour leur journal parce que des fois, on peut faire notre travail très rapidement et ça sert à rien de dire j'ai fini chef, qu'est-ce que je peux faire de plus. Parmi ces témoignages, il y a aussi des cas où l'enjeu pour les gens qui font ces sabotages, c'est pas de nuire à l'entreprise en tant que telle, mais c'est aussi de redonner du sens au travail. Notamment, il y a le cas d'une secrétaire médicale qui décrit que son travail, c'est de contacter les gens pour s'assurer qu'ils ont bien payé leurs frais médicaux
pour redonner du sens à son travail, ce qu'elle fait, c'est que certaines familles, certains patients qui sont les plus précaires, elle ne les recontacte pas, et donc, in fine, ça leur donne des soins gratuits où ils n'ont pas besoin de payer le médecin. Il y a aussi des exemples de gens qui vont voler les invendus de leur supermarché ou de leur épicerie ou de je ne sais quoi pour les redistribuer à des gens qui sont à la rue, qui ont faim. Donc ça, il dit, bah, c'est des actions très individuelles, quoi. Mais il reste encore le truc qui est la grève, quoi. Et de dire, bah, la grève, ça reste un truc très efficace. C'est pas très solide à l'échelle nationale, c'est-à-dire que, enfin, on n'a jamais été aussi nombreux quand il a été question de dire qu'on voulait pas de la réforme de retraite de Macron. Mais dans les luttes locales, ça marche plutôt bien. La bonne nouvelle, c'est genre, il y a de plus en plus de gens qui reviennent à la méthode de la grève. Il y a l'exemple des femmes de ménage Ibis les Batignolles, donc qui a mis en lumière Rachel Keke, qui est devenue députée par la suite, qui l'est plus malheureusement maintenant, mais bon. La grève, ça paye quoi, c'est un truc qui est efficace, un truc qui marche. Et lui, ce qu'il dit, et c'est là où il re-rentre dans une critique du syndicalisme, c'est que le discours, très souvent, c'est que il y a une approche très défaitiste des syndicalistes, et de dire ah bah oui mais nous on n'a pas le bouton de la grève, soit parler de grève générale ou parler de grève locale quoi. Il y a toujours ce truc de dire oui mais si on le fait les autres nous suivront pas. Ouais, ils ont un peu une responsabilité dans le fait que ça marche pas aussi bien qu'avant parce qu'ils font pas leur taf de la même manière qu'avant quoi. Et mais on en reparlera parce que là ça fait un peu critique gratuite, mais promis on en reparle. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le seul moyen d'avoir des progrès sociaux quoi. Il n'y a pas un acquis social qu'il a été sans lutte et qui n'a pas été une grève quoi d'une certaine manière quoi. Au-delà de victoire-défaite, mécaniquement votre employeur quand il va voir qu'il est face à des gens qui sont prêts à faire grève, il va comprendre qu'il y a quelque chose en jeu, qu'il y a un risque. Alors que si vous faites jamais grève, vos employeurs ils sont en mode ils râlent hein. C'est les Français, vous savez, les Français ils râlent. C'est un peu son truc de vas-y on rêve à qu'est-ce que ça donne plus loin quoi. Quand les sécessions individuelles et collectives font chuter la productivité d'un pays, comment est-ce qu'on passe d'un truc individuel à un truc collectif, et comment on passe d'un truc collectif à un truc national, quoi, un truc qui a de l'ampleur, qui fait des vraies différences, quoi. Dans une étude portant sur un large échantillon de Français et Françaises menée cette année-là c'était en 2014, des chercheurs de la Sorbonne et à laquelle j'ai eu la chance de participer avant de quitter cette vénérable institution, ont remarqué déjà qu'un grand nombre d'entre eux étaient d'accord avec Warren Buffett. 67,3% des sondés étaient tout à fait d'accord, 17,3% ou plutôt d'accord, 50%. Avec affirmation selon laquelle la société française est caractérisée par la lutte des classes. La même question avait été posée en 1968, époque que l'on associe à l'âge d'or de la conscience sociale, et seuls 44% des Français et Françaises partageaient cette idée. Ce qui est encore plus intéressant dans cette étude, c'est que nous avons pu mesurer que le positionnement social des sondés avait évolué entre ce sondage mené en 2013 et le précédent conduit en 2009. 30,5% des Français et Françaises se sentaient appartenir à la classe populaire ou ouvrière en 2013, contre 23% en 2009. Puis, cette tendance au positionnement vers la classe ouvrière continue de s'affirmer et le mouvement des Gilets jaunes est venu confirmer cette tendance d'un renouveau de la conscience de classe liée au travail. Cette affirmation identitaire se fait au détriment du sentiment d'appartenance à la classe moyenne, terme qui a eu son heure de gloire dans les années 1990 et qui comporte à la fois l'affirmation d'une centralité dans l'espace social, je ne suis ni riche ni pauvre, juste moyen, mais aussi celle de l'adhésion à une promesse, celle de l'ascension sociale par le travail, ne plus se sentir comme faisant partie de la classe moyenne pour être le signe d'une baisse de l'adhésion aux promesses du capitalisme. En fait, les gens, ils sont de plus en plus conscients, même à une époque où c'était vraiment l'âge d'or de les luttes sociales, etc. Maintenant, les gens sont plus conscients, en fait, du rapport de lutte des classes, et ça donne envie de se dire que ça va être plus facile de mobiliser les gens là-dessus. Il y a une prise de conscience, il y a un vrai truc de on veut changer les choses. Donc, pour pouvoir mobiliser à l'échelle d'un pays, il faut déjà convaincre qu'il y a un problème qu'il y a. Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est plutôt optimiste parce que les gens sont vachement plus convaincus maintenant qu'il y a quelques années, quoi. D'une part, ça a un impact par les actions individuelles, mais aussi par les conditions même de travail. Mais il y a aussi une augmentation des arrêts maladie. Donc,
Parce que bah, les gens sont en bonne santé, les gens se retrouvent à faire des burn-out, les gens se retrouvent à avoir des problèmes d'accidents du travail. D'ailleurs, il y a un sujet là-dessus en France où on est leader en Europe des accidents du travail, c'est-à-dire que on est le pays d'Europe où le plus de gens ont des accidents du travail et de morts au travail, je crois. Et donc, il y a aussi des politiques qui sont menées à ce sens-là, c'est que les politiques de Macron, les contrats d'apprentissage, donc foutre des gens en stage très vite, très tôt, ça donne des employés moins qualifiés. Donc les employés moins qualifiés, bah, ils sont moins efficaces, c'est normal en fait. Il y a une stratégie répressive de l'État. On rentre dans ce truc-là de bah, vous voulez pas vous mettre au travail, on va vous y mettre de force en fait. L'apprentissage, c'est un truc de dire bah si vous faites de l'école, c'est pas si vous allez à l'école, c'est pas pour votre éducation, c'est pour apprendre un métier, c'est pour produire pour un patron. Si vous n'avez pas de travail, bah, vous allez quand même travailler pour quelqu'un et vous allez le faire plus ou moins gratuitement parce que bah, 15 heures de travail pour toucher le RSA, on sait bien que le RSA c'est pas suffisant pour vivre. Hein. N'importe qui a déjà payé un loyer sait que je sais plus ce que c'est le détail du RSA, c'est 500 balles, un truc comme ça. Ça fait que bon bah faut vraiment que l'appart soit petit et pas avoir trop faim quoi. L'État qui envisage de passer à 8 jours les carences pour les arrêts maladie. Donc de dire, bah, si vous n'êtes pas malade plus de 8 jours, c'est que bon, vous n'êtes pas vraiment malade, on peut vous faire sauter votre paye, quoi. La journée de carence sur les arrêts de maladie, c'est un truc qui est complètement contre-productif, quoi. Ça fait que t'as des gens qui sont malades, qui se disent, bah non, je veux pas perdre une journée de salaire, je vais pas ne pas aller au travail pour ça, qui se rendent au travail, qui rendent leurs collègues malades, et donc tout le monde est moins productif, et on fait circuler des maladies, et pas idéal d'un point de vue sanitaire non plus. Et donc, tout ça pour se dire, bah oui, mais on a économisé une journée de travail aux patients zéro sur le budget de la Sécu, quoi. Et puis, il y a un truc de durcissement d'accès aux ruptures conventionnelles, durcissement des trucs sur les abandons de poste qui donnent plus accès au chômage. En fait, tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues des gens et leur dire, en fait, vous n'avez pas le choix, vous allez bosser et puis c'est tout, quoi. La sécession, pour qu'elle soit efficace et puisse un jour nous sortir de cet état de sujétion permanent au travail, l'exposition quotidienne à la souffrance et à l'arbitraire doit être encouragée, valorisée et si possible organisée. Ainsi, nous sortirons de la solitude de nos résistances individuelles pour espérer et durablement renverser la table. Les gens qui se désengagent du travail, c'est une bonne nouvelle, mais il y a une stratégie à mettre en place pour que les gens recommencent à croire que c'est cool de s'opposer au patron, que c'est cool de dire fuck the système et je me pète pas le truc au travail, je rentre dans une lutte, je rentre dans un truc. Il faut redonner un vernis enviable à ça plutôt que bah effectivement l'image qu'a le syndicalisme en France c'est quand même Roger qui fait des barbecues et voilà quoi. Qui finit là-dessus son chapitre de la sécession qui vient de dire bon bah voilà il y a des trucs optimistes, faut mettre en place des choses mais ça va se faire quoi. Vas-y moi j'y crois, c'est pas aussi mal foutu que ça a l'air quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour voir la dernière partie de cette série où on pourra discuter de ce que Nicolas Framont propose et analyse comme solution pour lutter contre la domination au travail. À très bientôt.